Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, nouvelle édition. Après une courte interruption d'1 an et demi, c'est l'heure de recommencer à vous offrir chaque mercredi un petit récapitulatif des infos les plus importantes de la semaine. Et on commence aujourd'hui avec une info qui m'intéresse beaucoup. Le tribunal suprême des élections du Guatemala a utilisé la blockchain pour sécuriser les élections présidentielles guatémaltèques. Outre le fait qu'il s'agissait d'un grand progrès pour l'adoption de la blockchain, c'est surtout important parce que ça touche directement au cœur du fonctionnement des États. Que la blockchain y soit utilisée est assez incroyable dans un monde où même le parti pirate, qui est un peu censé être un parti de geek, s'oppose totalement au vote électronique en général, sans même parler de blockchain. Et puis il ne faut pas oublier le fameux webcomic XKCD qui avait tourné l'idée en dérision il y a déjà bien longtemps. Cela dit, en pratique, la procédure cette fois-ci consistait simplement à horodater, avec la blockchain, des feuilles de pointage des bulletins de vote qui étaient remplies manuellement, en associant chaque feuille à un bloc précis sur la chaîne. On est loin d'une élection réalisée entièrement sur une blockchain. Ensuite, la deuxième info importante de la semaine, c'est que PayPal a publié une demande de brevet pour des soi-disant méthodes et systèmes pour permettre des transactions hors chaîne par le biais de places de marché NFT tierces. Un peu moins de 2 mois après avoir annoncé sa propre monnaie stable. La monnaie stable en question étant truffée de fonctions sympathiques permettant par exemple de geler ou supprimer les actifs des utilisateurs, on se demande bien quel sale tour il nous réserve avec ces méthodes de transfert de NFT. Mais le brevet reste un peu vague et tout ce que l'on sait pour l'instant c'est qu'il mentionne dans ce document la possibilité de fractionner les NFT ainsi que différents types de NFT et pas seulement les images de singes colorés qu'on voit sur OpenSea. Donc ce brevet pourrait peut-être aussi concerner des NFT représentant la propriété d'immeubles, de parts de société, de billets de concert et tout un tas d'autres choses qui sont pour l'instant absentes des places de marché NFT classiques. Et donc avec ce nouveau système, si l'acheteur et le vendeur sont tous deux utilisateurs du système PayPal, ils ne paieraient a priori pas ou très peu de frais de transaction. Les modalités exactes restent à définir, mais ça n'a pas l'air d'être une révolution qui va changer le monde pour toujours. Troisième actualité de la semaine, la directive DAC8 est arrivée en Europe, et l'idée qu'il y a derrière, c'est la surveillance généralisée de toutes les transactions. En pratique, cette directive a été approuvée le 13 septembre au Parlement européen, mais c'est cette semaine que nous avons sorti un article grand format et une vidéo dédiée. Alors pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous conseille d'y faire un détour avec les liens qui sont dans la description parce que cette directive aura un gros impact sur la crypto en Europe. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul changement majeur qui est intervenu récemment. Il y a quelques jours, Vitalik Buterin, créateur d'Ethereum, a publié un long message portant sur la conception d'Ethereum, sa philosophie initiale et celle qui pourrait être adoptée à l'avenir. Dit comme ça n'a pas l'air très important, mais c'est quand même un changement potentiellement radical qui concerne l'épicentre de toute la finance décentralisée. Alors de quoi parle-t-il exactement ? Pour ceux d'entre vous qui ne se sont jamais penchés sur la question, sachez qu'Ethereum était avant tout un protocole minimaliste. C'est-à-dire qu'Ethereum était conçu pour être aussi léger que possible et remplir uniquement le minimum des fonctions nécessaires pour atteindre ses objectifs et satisfaire ses utilisateurs. Ethereum, c'était une machine virtuelle associée à une blockchain et pas grand-chose d'autre. Par exemple, les fameux jetons ERC20 que tout le monde connaît ne font pas vraiment partie d'Ethereum, dans le sens où les règles qui les définissent n'ont pas été intégrées au protocole de base. Le standard ERC20 n'est qu'un ensemble de règles reconnues par tous qui indiquent quelles sont les fonctionnalités qu'il faut nécessairement intégrer à un contrat intelligent pour qu'il soit qualifiable de ERC20, et c'est bien aux créateurs du contrat de le faire. Pendant longtemps, Ethereum a conservé cette philosophie minimaliste parce qu'elle permet vraiment aux développeurs de tout faire. Mais cette approche n'a pas que des avantages. Par exemple, si on utilisait une approche différente, il y a des fonctionnalités qui sont très utilisées et qui pourraient coûter moins cher à l'utilisation si elles étaient mises en place au niveau du réseau plutôt que d'être laissées entre les mains des développeurs. C'est notamment le cas du staking liquide, qui est l'une des raisons principales pour lesquelles le créateur d'Ethereum envisage désormais de changer de méthode. Le minimalisme était la meilleure solution au début d'Ethereum parce qu'on ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais maintenant que le réseau a eu le temps de grandir et de se spécialiser, il est devenu clair qu'il a besoin de certaines mises à jour. La nature des mises à jour en question demeure toutefois à débattre, puisqu'on peut envisager l'ajout de systèmes tout entiers, tout comme on peut envisager une mise à jour plus légère qui n'apporte au protocole qu'un nouvel ensemble de fonctions de base. Avec l'exemple du staking liquide, plutôt que de créer un système officiel de staking liquide, on pourrait simplement apporter à Ethereum quelques nouvelles fonctionnalités qui facilitent la création d'un protocole de staking liquide efficace et décentralisé. Et les fournisseurs de services actuels, comme Lido, n'auraient qu'à remplacer leurs contrats intelligents actuels par de nouvelles versions moins complexes et plus efficaces qui coûteraient par ailleurs moins cher aux utilisateurs. Ceci dit, pour l'instant, rien n'a été acté, il ne s'agit là que d'une réflexion. On ne sait pas encore si ce changement de philosophie aura vraiment lieu en pratique, même si en général, quand Vitalik Buterin propose quelque chose, ça finit par se concrétiser. Et pour finir ce JT du Coin, voilà une info qui ne change pas tant que ça de celle qu'on entendait l'année dernière. La SEC fait encore et toujours tout ce qu'elle peut pour mettre des bâtons dans les roues à tous ceux qui touchent à la crypto.
Cette fois-ci, c'est en reportant constamment ces décisions sur les ETF Bitcoin, ce qui fait que nous n'aurons vraisemblablement des réponses définitives qu'en 2024. Est-ce qu'on pourra parier sur la valeur du Bitcoin en bourse prochainement ? Mystère. Mais je suis prêt à parier que ce que vous voulez surtout savoir, c'est est-ce qu'il y aura une montée incroyable des prix si la SEC accepte que les ETF soient rendus disponibles ? Personnellement, j'aurais tendance à dire que je saurais ou ne saurais pas potentiellement prédire une éventualité de ce genre avec un taux de certitude plus ou moins élevé en fonction de si Gary Gensler est chauve ou pas complètement. Donc je ne peux que vous conseiller de ne pas être trop optimiste et d'éviter d'ouvrir une position en levier x100 juste parce que les ETF arrivent. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce récapitulatif vous aura été utile et je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on se reverra mercredi prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.